Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous avons ce soir une webconférence qui est dédiée pour la première fois 100% au cancer colorectal. C'est vraiment une grande étape pour nous, notamment après Mars Bleu, de pouvoir reprendre ce soir trois grandes thématiques autour du cancer colorectal. Donc, les nouveautés, en fait, et les enjeux du dépistage de ce cancer. On va dévoiler les résultats d'une enquête qui reprend donc des réponses de patients et de proches sur les parcours de soins. Et puis, on va faire un point aussi sur les avancées dans les traitements et les innovations dans la prise en charge de ces cancers. Alors, pour cette soirée, nous avons trois intervenants, trois invités que je vous présente. Donc, le professeur Thierry Ponchon, qui est gastro-entérologue, président du Centre régional de dépistage des cancers de Rhône-Alpes-Auvergne, AURA, qui est aussi ancien président du ESGE, qui est donc la Société européenne d'endoscopie digestive. Nous avons aussi donc le docteur Samalin, Emmanuel Samalin, qui est oncologue médical à l'ICN, donc l'Institut du cancer de Montpellier, qui est donc tout dédié à l'oncologie digestive, qui est également donc membre d'Unicancer GI, donc pour les cancers digestifs, et puis du groupe Prodige. Donc, ce sont des groupes scientifiques où se réfléchissent les essais académiques notamment. Et le docteur Samalin est membre de notre comité scientifique. Et puis ce soir, donc, nous avons avec nous aussi Cyril, qui est patient, qui est ingénieur de recherche et co-responsable de notre réseau, Mon Réseau Cancer Colorectal, et membre du conseil d'administration de DICE. DICE, c'est Digestive Cancer Europe, donc ça regroupe finalement au niveau européen un certain nombre d'associations donc qui œuvrent pour mieux accompagner les patients touchés par des cancers digestifs. Voilà, donc bienvenue à tous. Et puis, nous allons commencer en fait assez naturellement par ces nouveautés et ce point sur les dépistages. Et j'invite donc le professeur Thierry Ponchon à prendre la parole et à partager ses slides. Alors, effectivement, je voulais vous parler de trois nouveautés en ce qui concerne le dépistage du cancer colorectal. Et en fait, il y a le dépistage, évidemment, théoriquement, ça devrait susciter un gros intérêt. Mais en fait, le problème, c'est que la participation n'est pas très forte en France. Fort heureusement, on a trois nouveautés qui pourraient permettre d'améliorer les choses. Donc, ces trois nouveautés répondent à trois questions que je vais évoquer successivement lors de ma présentation. Alors, un petit mot d'épidémiologie concernant l'histoire naturelle de la maladie. Bon, c'est une image endoscopique. Alors, en fait, c'est l'intérieur du côlon, du gros intestin. Et on voit qu'il y a un petit polype ici qu'on appelle adénome, et ce polype est développé sur la couche interne du côlon. Donc, c'est comme ça que démarrent toujours les lésions. Elles démarrent sur la couche interne. Et au départ, il y a évidemment peut-être beaucoup de polypes, mais fort heureusement, tous n'évoluent pas. Et vous voyez si on parle de 1000 adénomes, il y en a 100 qui dépassent ensuite 1 cm, et ensuite, on peut quand même avoir 25 cancers. Voilà, c'est un cancer. Bon, d'abord, il est plus rouge, il contient plus de vaisseaux, il est plus infiltrant, il est plus volumineux, etc. Et tout ça, il faut 10 ans pour l'avoir. Donc ça, c'est l'histoire naturelle. Alors, il faut bien retenir, et je crois que c'est très important, les chiffres clés qui situent bien quand même le problème. Il y a 43 300 nouveaux cas par an, donc ça c'est l'incidence. Pour la femme, c'est le cancer qui vient au second rang. Pour l'homme, ça vient au troisième rang. La femme, il y a le sein, l'homme, il y a le poumon et la prostate. Et ça représente quand même 17 000 décès par an. Alors, j'ai rappelé, moi, parce que j'ai connu quand même, comme peut-être certains d'entre vous, toutes les campagnes de la sécurité routière. Et maintenant, on est à 3 000 décès en 2021, c'est trop, hein, mais il y avait 18 000 en 1978. Hein. Donc, 3 000 versus 17 000. Donc, le cancer colorectal représente malheureusement beaucoup plus de décès que les accidents par circulation. Et la survie s'est améliorée. Vous voyez, elle était 50% en 90. Donc, maintenant, elle est passée à 63%. Ça veut dire quand même qu'il y a un tiers des personnes qui décèdent à cause de ce cancer. Alors, cette diapositive peut être un peu plus compliquée, mais elle a l'avantage de montrer tout ce qu'on peut faire autour du dépistage, en tenant compte du risque de la population. Donc, voilà le niveau de risque en haut, moyen, élevé, très élevé. C'est un peu théorique, mais ça permet de bien comprendre les choses. Alors, risque moyen, c'est tout le monde qui n'aurait pas un risque élevé, très élevé. Alors, on ne va pas commencer par le moyen, on va commencer par le très élevé brièvement.
Alors, c'est vraiment des populations très limitées. Vous voyez, c'est 1-3% des cancers. Hein, et ils ont un très, très fort risque d'avoir un cancer, 40 à 100%. Et c'est très élevé. Bah, soit ils ont une polypose, ils ont des milliers de polypes ou des millions de polypes, ou ils ont une famille, c'est une famille de cancer colorectal. Voilà. Ça, évidemment, c'est un groupe particulier. Et on recherche des mutations et on fait évidemment une coloscopie, en général, à un âge très jeune. Voilà. Le risque élevé, c'est évidemment plus fréquent. Ça représente 15-20% des cancers, vous voyez. Et le risque est de l'ordre de 4 à 10%, maximum 10%. De quelle population on parle? On parle de personnes, c'est assez fréquent, qui ont eux-mêmes eu des cancers ou qui ont des cancers dans la famille ou des adénomes dans la famille. Voilà, bon, il faut être un peu plus précis, mais j'insisterai pas dans les détails. Et où c'est des patients qui ont eux-mêmes une maladie inflammatoire, que ce soit maladie Crohn, rectocolite, qui favorise le cancer. Et ceux-là, ils sont tellement à risque qu'il faut avoir une coloscopie directement. Parce que la coloscopie a de forts risques, malheureusement, de montrer quelque chose. Alors, 80% des personnes ne sont pas dans ces deux groupes. Ils sont donc à risque moyen, on peut dire. Et pour ceux qui sont entre 50 et 74 ans, qui n'ont pas de symptômes, donc 80% de la population, le risque, vous voyez, c'est 3 à 4%. Alors, il faut sélectionner, il faut avoir un premier test pour sélectionner les personnes qui doivent avoir une coloscopie. Donc, on passe par une recherche de sang dans les selles, le fameux test qu'on fait, qui est un peu, entre guillemets, péjoratif. Voilà, on fait des petites analyses sur les selles, recherche du sang, et ensuite coloscopie si le test est positif. Alors, j'ai fait cette diapositive un peu compliquée, mais en fait, quand on reprend ce risque moyen, c'est un peu paradoxal la question, toutes les personnes à risque moyen ont-elles le même risque? Oui, théoriquement, mais non, en fait. Pourquoi? Parce qu'à ces facteurs de risque, qui sont surtout familiaux, on rajoute des facteurs environnementaux. C'est tout le problème. Et ça oblige à redéfinir les niveaux de risque. Et les facteurs environnementaux, j'insiste beaucoup pour ceux qui participent, c'est l'alimentation pauvre en fibres, excessive en viande rouge, l'alcool, le tabac, l'obésité, le diabète, la sédentarité, des éléments assez classiques qu'on retrouve pour d'autres maladies, mais qui prévalent également pour le cancer colorectal. Ce qui peut amener, c'est prochainement ce qu'on compte faire, mettre en place une consultation de prévention à 45-50 ans pour voir quels sont ces facteurs de risque, et puis établir un score de risque, pas seulement fondé sur les facteurs familiaux. Et donc, on pourrait conduire à varier le seuil de détection de l'hémoglobine dans les selles ou à recommander directement la coloscopie, même chez des personnes qui sont de base à risque moyen pour des raisons familiales. Voilà, ça c'est nouveau. Alors, ce qui n'est pas bon, c'est la participation. Parce que la participation en Europe, pour ce pourcentage, elle devrait être de 45%, c'est les seuils européens, c'est le taux acceptable. Taux recommandé, 65%. Eh bien, en France, on est dans les plus mauvais, puisqu'on est à 30,5% en 2017. En 2020, à cause du Covid, il est tombé à 29%. Heureusement, on a un peu rattrapé en 2021, on est à 35%. Mais on est loin des Pays-Bas, qui est sur 73%. On est même loin de l'Espagne ou de l'Italie, qui sont des pays méditerranéens, un peu comme le nôtre, dont on pourrait penser que la population n'est pas très disciplinée pour participer au dépistage. Finalement, ils participent beaucoup mieux que nous. Ça, c'est très regrettable. Et pourtant, le dépistage est efficace, parce que dans un pays où un programme est bien établi, l'Autriche, l'Allemagne, la Tchéquie, l'incidence du cancer baisse à cause du dépistage. Vous voyez, c'est moins 2% par an pour l'homme, c'est moins 1,3 à 2,4% pour la femme. Par an, hein. C'est-à-dire que ça baisse quand même relativement de façon importante. Quand on a un pays qui n'a pas de programme de dépistage, Bulgarie, Estonie, Norvège, paradoxalement la Norvège, oui, l'incidence du cancer augmente. L'homme, 0,3 à 1,9%, la femme 0,6% à 1,1% selon le pays. Donc, il est clairement démontré qu'il faut dépister pour faire baisser l'incidence du cancer, le nombre de cancers par an. Et c'est ça qui marche. Et même en France, ça marche parce que, vous voyez, si on regarde le nombre de cas en rouge, les lignes rouges, ça c'est pour les hommes, et à droite c'est pour les femmes, et le décès lié au cancer, vous voyez, ça baisse pas beaucoup pour la femme, ça baisse plus pour l'homme, et ça fait finalement moins 1,6% de décès par an, moins 0,6% de cas par an. Donc, le dépistage, ça marche. Pourtant, les gens participent pas. Mal ou peu en France, à 35%. J'espère que vous participez, mais je pense que certains d'entre vous ne participent pas. Donc, la question, c'est comment améliorer les taux de dépistage. Il y a différentes pistes. Au départ, vous savez que le test était distribué uniquement par le médecin traitant, quand on a généralisé le dépistage en 2008. Ensuite, on a utilisé un test plus facile à utiliser que le test colorimétrique qu'on appelait le test au Gaillac, le MOCULT.
On a un test immunologique, il suffit d'un seul prélèvement, avec cette petite spatule qu'on passe sur les selles. Un seul prélèvement. En 2018, l'hépatogastroentérologue, le gynécologue, le médecin de centre de santé étaient aussi autorisés. Mais ça n'a pas à distribuer le test, mais ça n'a pas fait beaucoup bouger le dépistage. Ce qu'on espère beaucoup en 2022, c'est un changement hein, de ces taux, parce qu'on peut commander en ligne, c'est depuis mars 2022, c'est-à-dire que les gens sont invités à aller voir le médecin traitant, mais aussi à commander en ligne, et également les pharmaciens vont être invités à distribuer. Et donc, depuis avril 2022, c'est officiel, il faut que ça se mette en place progressivement, parce qu'il y a, entre guillemets, une formation assurée, une mise en place, et ça sera au cours de l'année 2022. Et l'envoi direct, directement à la population, c'est probablement fin 2025, après l'expérimentation. Et question 3, pour finir, donc voilà, je vous ai dit le dépistage. La participation n'est pas très bonne, mais on a des pistes dont on espère qu'elles seront efficaces. Et question 3, c'est une question qui revient très souvent, faut-il dépister avant 50 ans et après 74 ans? Puisqu'on a dit que c'était entre 50 et 74 ans, le dépistage était organisé avec le test de recherche de sang dans les selles pour les personnes à risque moyen. Alors, est-ce avant 50 ans, après 74 ans? C'est une question qui revient souvent. Alors, avant 50 ans, c'est un vrai problème parce qu'il y a eu une augmentation du nombre de cas de cancer colorectal entre 2004 et 2016, hein, de plus, alors, 40, pour les gens qui ont 40-49 ans, plus 1,6% par an. C'est déjà beaucoup. 30-39 ans, plus 5%. 20-29 ans, plus 8%. Paradoxalement, ça augmente beaucoup plus chez les jeunes. L'augmentation est plus importante chez les jeunes. Et quand on regarde par pays, APC, c'est la variation au pourcentage par an, donc plus sévère, plus ça augmente. Vous voyez, c'est surtout le Royaume-Uni, l'Irlande, mais la France également, ça augmente beaucoup. L'Italie, ça n'augmente pas ou ça baisse, mais l'Allemagne, ça augmente un peu moins que chez nous, etc. Donc ces chiffres sont très inquiétants pour la population jeune. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils mangent plus de viande rouge, etc. etc. Peut-être, les Américains discutent beaucoup quand même de l'effet fast-food, hein, par exemple. Et après 74 ans, alors, il faut relativiser le risque chez les moins de 50 ans, parce que quand même, après 74 ans, vous savez que les taux de cancer montrent avec l'âge, et le risque est quand même 15 fois celui d'avant 50 ans. Hein. Il faut prendre en compte 3 facteurs, l'existence d'autres maladies. Il n'y a aucun effet du dépistage après 74 ans s'il y a des maladies cardiovasculaires ou d'autres comorbidités, ça a été bien démontré. Il y a aussi la préférence de la personne, il faut tenir compte du fait que la personne veut continuer ou pas à être dépistée, et également, paradoxalement, si la personne a été bien suivie par le dépistage, bien, l'effet après 74 ans est beaucoup moindre parce que finalement, elle s'est protégée quasiment toute sa vie. Elle n'a plus besoin de se protéger après. En fait, c'est une personne qui n'a jamais participé au dépistage, qui devrait commencer à participer à 74 ans, mais elle ne le fera probablement pas. Donc, il y a des nouvelles bornes d'âge qui sont discutées. C'est discuté en Europe, mais aux États-Unis, il y a déjà des associations, enfin, ou des sociétés qui ont pris position, qui ont dit avant 50 ans, il faut faire le dépistage, mais avant 50 ans, mais après 45 ans quand même, bien sûr, entre 45 et 50 ans. Et après 74 ans, aussi, probablement peut-être par la coloscopie ou des tests immunologiques répétés, mais avant 85 ans. Et en tenant compte des 3 facteurs dont j'ai parlé. Donc, en conclusion, j'ai marqué encore 17 patients, non, encore 17 000 décès par an. Encore 17 000 décès par an. Donc, c'est un gros problème de santé publique. On a résolu, pas complètement évidemment, le problème des accidents de circulation grâce à tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on nous impose, mais finalement qui sont utiles. Eh bien, il faudrait presque faire la même chose pour le dépistage. Pas imposer, mais enfin, finalement, quand même, essayer de fortement inciter. Et il y a un véritable combat entre la politique de détection et le rôle des facteurs alimentaires. Parce que la politique de détection, elle fait baisser l'incidence, c'est sûr, elle fait baisser le nombre de cas, mais les facteurs alimentaires les font monter. Donc, c'est pour ça qu'on est protégé au-dessus de 50 ans si on participe, mais en dessous de 50 ans, on n'est pas encore protégé parce qu'il n'y a pas le dépistage. Donc, il faut augmenter la participation, commande en ligne, pharmaciens, on compte beaucoup sur les pharmaciens, mieux définir les niveaux de risque et prévenir, et redéfinir les bornes d'âge. Voilà, excusez-moi pour ce début un peu chaotique, et je peux me livrer aux questions si vous voulez, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, est-ce que, donc on a bien vu finalement ces 2 groupes de risques très élevés et risques élevés où finalement il y a une connaissance de la maladie, de l'environnement familial, du risque particulier, un suivi spécifique qui est mis en place avec l'équipe de soins, en fait finalement certainement bien avant 50 ans d'ailleurs pour ces personnes.
pour ce risque, entre guillemets, moyen de monsieur et madame tout le monde, faisons attention à ce qu'on mange, bougeons mieux, etc. Et puis faisons le dépistage. Et du coup, on persiste deux questions. On a bien vu qu'il y a quand même une grande question de avant 50 ans. Nous, sur notre réseau, on a pas mal de personnes qui sont touchées par un cancer colorectal avant 50 ans. Est-ce que vous pouvez du coup nous rappeler les symptômes, un peu d'alerte, qui doivent amener les personnes plus jeunes, qui ne sont pas au courant ou qui ne sont pas suivies pour un risque particulier, mais à, j'allais dire, oser en parler peut-être plus vite, oser consulter? Bien sûr. Alors ça, effectivement, là, on retombe sur les symptômes. On n'est plus dans le cadre du dépistage, on est dans le cadre d'un diagnostic. Alors, premièrement, du sang dans les selles. C'est pour ça qu'on dit également, regardez vos selles. Hein, okay, c'est trivial, mais il faut regarder ces selles pour savoir s'il n'y a pas du sang. Ensuite, des changements récents du transit intestinal, des constipations d'apparition récente, des diarrhées d'apparition récente, des douleurs abdominales. Et puis, évidemment, si on a un amaigrissement, de fatigue, c'est encore des signes d'alerte qui sont plus graves. Merci beaucoup. Et une autre question aussi, donc sur nos réseaux, sur notre réseau, mon réseau cancer colorectal, tout le monde est concerné par un cancer colorectal. Du coup, quelles sont les recommandations pour ce qu'on appelle les apparentés? Est-ce qu'elles sont uniformes ou là aussi c'est vraiment quelque chose, un dialogue qu'il faut avoir avec son équipe pour avoir un conseil spécial pour peut-être ses enfants, mais aussi ses frères et sœurs, ses cousins? Quelle démarche quel questionnement avoir pour les personnes qui sont concernées aujourd'hui par une de ces maladies? Bien sûr. Alors, on peut se référer, par exemple, à mon diaporama, qui était assez précise. Il faut tenir compte comment on est apparenté. Si on est apparenté au premier degré, c'est-à-dire ses frères, sœurs, père, mère, enfants, ou si c'est un peu plus loin. Et puis l'âge également de découverte du cancer. Bon, voilà. Mais il y a des éléments très précis. Donc, il faut se référer à ces éléments très précis. Mais certainement, le meilleur, la personne qui pourra mieux répondre à vos questions, c'est évidemment le médecin généraliste, hein, qui pourra dire, bah oui, vous êtes à risque moyen ou vous êtes à risque élevé. Et évidemment, encore plus le gastro-entérologue. Voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais ça peut être assez précis. Voilà, pour bien situer le moment où on devient à risque élevé. Très bien. Alors, il y avait une question en fait sur le fil autour de pourquoi la sécurité sociale donc ne nous envoie pas le kit par courrier. Donc, on a vu que parmi les nouveautés, et je crois qu'on est avec mon réseau cancer colorectal, il y a un an, on a fait donc une enquête sur le dépistage dont on a parlé plusieurs fois et vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le réseau aussi les résultats et qui avait souligné ce besoin en fait de rendre plus accessible le kit et qu'on ne soit pas obligé de passer que chez le médecin généraliste. Donc, en premier lieu, et on va remettre dans le chat le lien, on peut donc commander son kit en ligne. Donc, ça, c'est déjà une très grande avancée et ça, on peut en parler absolument à tout le monde. Il y a donc les pharmaciens qui vont venir. Et puis, ce que vous disiez, c'est qu'il y a des opérations, entre guillemets, des tests dans certaines régions pour travailler alors avec les pharmaciens ou avec des envois de courrier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette mobilisation en fait des différentes régions pour le dépistage? Bien sûr, je voyais que Cyril bougeait un peu parce qu'il voulait répondre à la question. Mais en fait, on doit être invité. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas commander en ligne comme ça, aller sur un site. Non, il n'y en a pas. Hein. Non. Et on doit être invité. C'est-à-dire que c'est la structure de dépistage régionale qui invite. Elle vous envoie un courrier avec des étiquettes, etc. Et elle vous dit, allez voir votre médecin généraliste ou maintenant, allez commander en ligne. Donc, ça passe quand même comme ça. Hein. C'est-à-dire que nous, on connaît toute la population entre 50 et 74 ans dans notre région. Hein. C'est de la sécurité sociale qui nous envoie ce listing. Donc, les personnes sont invitées. Alors maintenant, effectivement, elles vont aussi être invitées à aller voir leur pharmacien. C'est pareil, hein, ils auront des étiquettes, etc. Et le pharmacien fera le lien avec nous pour savoir que le pharmacien a donné le test à la population. Alors, la commande en ligne, pas la commande en ligne, recevoir le test directement à domicile, ça serait effectivement très bien parce que c'est ce qui marche le mieux en Europe. Aux Pays-Bas, c'est ce qui marche. Mais en France, on est un peu frileux, il faut reconnaître, et on passe par ces étapes, hein, parce qu'on pense que les Français vont pas tellement, ils jetteront le test. Voilà. C'est peut-être pas vrai, hein, mais c'est ce qui marche le mieux dans les autres pays. Voilà. Peut-être qu'un jour, on enverra à la population.
Voilà, bon, on pourra continuer à voir. En tout cas, nous, on espère grandement que déjà ces premières étapes de rendre plus accessible le kit vont être très efficaces et que bientôt la France sera fière de ses chiffres du dépistage au lieu d'être un peu à la traîne et qu'on ait un petit peu la honte d'être finalement aussi mal dépisté alors que ça peut véritablement aider. L'autre chose aussi, peut-être que vous pouvez nous rappeler, c'est que je crois que c'est un des seuls dépistages où finalement, quand on découvre quelque chose qui est au tout début, en fait, dans le même temps, on va pouvoir, par la coloscopie, enlever en fait le fameux Oui, bien sûr. intrus et donc, j'allais dire, faire un dépistage-traitement. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les proportions? Enfin, entre guillemets, ça vaut le coup, quoi. Bah, oui, parce que la coloscopie n'a pas forcément bonne presse. Hein. Voilà, bon, on sait de quoi il s'agit d'introduire un endoscope, un tube souple à travers l'anus pour aller voir explorer le côlon. Donc, c'est pas enchanteur, hein, ok. Mais n'empêche que c'est remarquablement efficace. On voit très bien. Les technologies s'est considérablement améliorées. Enfin, on fait une très très bonne analyse maintenant de l'ensemble du côlon. On découvre tous les polypes, même ceux qui sont plans et très difficiles à voir. Ça, c'est premièrement. On a l'intelligence artificielle qui est venue en plus. Et puis surtout, on enlève dans le même temps. Et bien ça, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'examens qui font tout ça. Et dans le cas du dépistage, c'est un examen fantastique. Mais après, il faut quand même trier les gens qui doivent en bénéficier par la recherche de sang dans les selles. Très bien, mais merci beaucoup. Alors, je vérifie sur notre onglet questions s'il n'y a pas d'autres questions autour du dépistage. Je ne crois pas. Est-ce que Cyril ou Dr Samana voulaient apporter un éclairage ou une autre question sur ce sujet? Pour moi, c'est clair, hein, il y a pas grand-chose à rajouter de tout ce qu'a dit professeur Ponchon, et on espère justement que l'avenir et que les institutions, le gouvernement, tout ça, on verra dimanche, participera justement à cette amélioration du dépistage et à cette rencontre. Et idéalement, c'est oui, pouvoir faire de la campagne du dépistage des cancers colorectaux le même niveau que ce qu'on voit et ce qu'on connaît sur le cancer du dépistage du sein, par exemple. Oui, enfin, c'est pas entre nous. Malheureusement, on n'est pas aussi très bon sur les autres. Parce que je m'occupe aussi du dépistage du cancer du sein, du cancer du col, de l'utérus en France. On n'est pas non plus très très bon hein, par rapport aux autres pays. Hein. Franchement, voilà. C'est un peu mieux pour le cancer du sein, mais franchement, c'est moins bien que ce qu'il faudrait par ce que recommande l'Europe. Hein. C'est triste. Et je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas, que les pharmaciens s'emparent aussi du test, parce qu'ils ont quand même une proximité qui fait que ça peut être favorable. Oui, puis je crois que le Covid a bien démontré, le Covid a remis les choses à l'heure. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez, le rôle du pharmacien est très important maintenant, même pour la vaccination, etc. etc. Et donc, les gens aiment bien leur pharmacien, ça donne accès facile, etc. etc. Il n'y a pas forcément besoin de prendre rendez-vous. Enfin bon, donc ça aide beaucoup. Donc le pharmacien a un rôle très important et puis il l'a revendiqué. Et puis franchement, ce qu'ils ont fait pour le Covid, ça a beaucoup aidé à les positionner face pour le dépistage. Hein. Et moi, entre guillemets, ils m'ont approché également. J'ai été plutôt aidant dans leur démarche. Alors, bien que, très curieusement, les études du rôle du pharmacien n'étaient pas forcément toutes dans le même sens. Mais maintenant, je pense que, entre guillemets, paradoxalement, l'effet Covid va avoir un effet positif pour le dépistage, de façon générale pour la population et en particulier pour le rôle des pharmaciens. Écoutez, on peut se donner rendez-vous peut-être dans un an pour voir les progrès des dépistages et puis on invitera aussi un pharmacien à venir nous partager comment tout ça s'est installé dans les officines, puisqu'on est tout à fait d'accord que le pharmacien a un rôle clé dans l'accompagnement entre guillemets, des personnes non malades, mais qui vont à la pharmacie quand même régulièrement. Et donc, ils sont un très bon acteur pour parler du dépistage. Alors, maintenant, on va passer la parole donc à Cyril, qui va pouvoir vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a réalisée donc avec Mon Réseau Cancer Colorectal, donc auprès de patients et de proches de patients. L'idée pour nous, c'était de faire un premier questionnement pour savoir comment se passait ce parcours de soins et que tous ensemble, on regarde un petit peu ces résultats et que ça nous amène là aussi à faire mieux pour informer, accompagner, soutenir les personnes concernées du coup par la maladie. Donc Cyril, à toi la parole.
Bonsoir, merci Laure. Oui, donc après avoir parlé du dépistage, qui est quand même important et qui concerne donc le citoyen, nous avions décidé à mon réseau cancer colorectal de faire une enquête sur justement comment une fois au moment du diagnostic, au moment des symptômes, comment on allait plus loin. Et cette enquête a été donc menée à l'automne dernier avec des patients et des aidants, ce qui est très important puisqu'en fait l'aidant est une valeur sûre sur le retour à la vie et sur l'aide pendant le traitement du patient. Donc il était très important que l'un et l'autre puissent donner leur avis par rapport aux différents questionnements qu'on avait, donc une quarantaine de questions, etc. Et comme vous voyez, environ 217 répondants. Une des premières questions, et docteur Ponchon l'a dit, professeur Ponchon l'a dit, c'est quels sont les symptômes les plus fréquents. Donc, effectivement, c'est essentiellement les sangs dans les selles. Donc, ne pas hésiter à regarder ces selles. C'est pas glamour, d'accord, mais ça va vous permettre au moins d'émettre un pseudo-diagnostic qui fera que vous irez en parler à votre soignant, des fatigues anormales, des douleurs abdominales. On peut rappeler aussi que dans certains cas, il y a des variations du transit non expliquées, diarrhée ou constipation sans raison, et d'ailleurs alternance de l'une ou de l'autre, des fois des douleurs dans le dos. Donc en fait, toute sa symptologie est un signe d'alerte qui devrait allumer une petite lumière en disant peut-être il serait temps que j'aille consulter. Et d'ailleurs, une des questions était au bout de combien de temps vous avez pu consulter après ces premiers symptômes? Et on se rend compte que finalement, globalement, une grande majorité des personnes arrivent à consulter rapidement, ce qui est une très bonne chose. Mais par contre, il y en a quand même quelques-uns qui ont du mal parce que, alors, ou l'environnement local, ou la situation nationale, ou parce que, un mot qu'on entend partout, le désert médical, ne leur permettent pas d'aller consulter rapidement, et ce qui reste un gros problème, sachant qu'au plus tard, on diagnostiquera ce cancer colorectal, si cancer colorectal il y a, au plus compliqué seront les traitements. Donc ça, c'est important. Et puis après, évidemment, il y a ceux qui n'ont pas eu de symptômes du tout. Donc sans symptômes, forcément, on ne consulte pas. Donc après, ce qui est intéressant, c'est avec qui les patients, enfin qui ne sont pas encore patients, vont discuter justement de cette symptologie, donc du saignement, des douleurs abdominales et tout. Et on voit qu'en fait, ils en parlent à 84% avec leur médecin. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faudrait vraiment que le médecin ait cette oreille plus, plus ouverte, on va dire, et que le patient soit plus à même à discuter avec son praticien de ces symptômes que sont des diarrhées ou des constipations qui sont bizarres, qui sont là. C'est bien d'en parler à des proches, mais ce n'est pas le proche qui va vous orienter vers un bon chemin de soins. Donc, autant en parler plus au médecin. Alors, est-ce que c'est au patient d'en parler plus au médecin? Est-ce que c'est au médecin de questionner plus le patient? Ça reste un gros problème, un gros débat. Mais globalement, il faut que ces deux populations s'y rendent bien compte qu'elles sont toutes les deux ensemble pour combattre cette pathologie et qu'il faut vraiment discuter de la chose. Alors, comment ce cancer a été diagnostiqué? En fait, on se rend compte que finalement, c'est ce qu'a dit le professeur Ponchon. Donc, 16% avec le diagnostic, le dépistage organisé. Bon, alors ça veut dire deux choses. C'est ou parce qu'on ne fait pas assez de diagnostics, mais il faut aussi savoir que ce dépistage organisé ne concerne que les personnes de 50 à 74 ans. Donc, toutes les personnes qui sont ou plus jeunes, sans antécédents familiaux, ou plus âgés et qui n'ont pas fait le test pour une raison X ou Y, de tout ça, ne sont pas évidemment compris dans ce pourcentage-là. Et on se rend compte que finalement, le dépistage du cancer, c'est 57% par donc une consultation de symptômes et une coloscopie qui, comme vous l'avez été expliqué précédemment, est quand même le meilleur élément pour diagnostiquer un cancer. Et si coloscopie il n'y a pas forcément cancer. Par contre, ça va permettre d'enlever, de couper, de réséquer, je n'ai pas forcément les mots exacts, tous les polypes qui potentiellement, rappelez-vous du chiffre, c'était 1000, puis 100, puis 25. Donc au moins, si on les coupe d'entrée, on a moins de chances d'avoir cette évolution dans le temps.
On verra après effectivement qu'il y a d'autres raisons. On va être une hospitalisation en urgence, etc., qui vont faire que le diagnostic est posé à ce moment-là. Donc, je redonne le message qu'a donné le professeur Ponchon précédemment. Il est important, à partir du moment où vous êtes éligible, donc entre 50 et 74 ans, de vous faire dépister pour que ce chiffre de 16% augmente. Et surtout, si vous avez des antécédents familiaux historiques, cancers colorectaux avant 50 ans, d'en parler à votre médecin aussi, qui n'est pas forcément au courant, puisque ce n'est pas forcément le médecin de toute la famille, et du coup, passer directement dans ces 57% qui iront à la coloscopie. Après, une autre étape, c'est comment, quelles sont les explications qui sont données au moment de l'annonce. En fait, on trouve que globalement, le pendant, je veux dire, au moment de la maladie, donc le traitement, les examens que vous allez avoir, la chirurgie que vous aurez peut-être, comment se passe la maladie, tout ça est plutôt bien expliqué. Par contre, là où nos répondants, donc il y avait 217 répondants à peu près, je vous rappelle, là où l'information n'est pas très très bien passée, ça va être sur les soins supports. Que sont les soins supports? Ça va être des soins en parallèle de votre traitement pour typiquement vous aider à aller mieux psychologiquement, par rapport à la fatigue, par rapport à la douleur, par rapport à l'onco-esthétique, par rapport à la sexualité, par rapport à plein d'autres choses. Après, il y a des termes qui ne sont évidemment pas à prendre en compte pendant le traitement. Typiquement, je viens de dire le mot sexualité. Sexualité, quand on est en traitement chimio-radiothérapie, peut-être qu'on s'en fiche, on n'a pas besoin d'un soin support à ce moment-là. Mais c'est toute cette information support, donc qui sont des soins qui ne sont pas, comment dire, purement focalisés sur votre pathologie cancéreuse, mais qui sont donc en parallèle. L'explication n'est pas forcément toujours bien perçue ou bien donnée. Idem pour donc les informations sur tout ce qui est diététique et nutrition, alors qu'on touche quand même le cancer colorectal, donc on se doute bien que tout ce qui est nutritionnel a un impact. Autre, et alors là c'est assez important et c'est assez dommageable à mon avis, c'est que l'information sur la stomie, donc stomie, anus artificiel, qui est donc un rabouchage de votre côlon au niveau de l'abdomen pour évacuer les selles, qui n'est pas une obligation. Ça va dépendre de votre pathologie, ça va dépendre de la chirurgie, ça va dépendre de la localisation du cancer, mais quand même sur les répondants, on en avait une personne sur deux qui ont eu une stomie et seuls 18% ont eu l'information avant la stomie de ce qu'était une stomie et de comment ça allait se passer pendant, est-ce qu'elle serait temporaire, définitive, et tout ce qui se passerait derrière. Donc là, il y a aussi un petit effort à faire, je pense. Et forcément, quand on a l'annonce et qu'on est un petit peu, on a ce tsunami de l'annonce du cancer, on ne pense pas forcément à poser la question, mais et tiens, si j'avais une stomie, ça se passerait comment? Qu'aurais-je? J'ai perdu le visuel, mais c'est pas trop grave. Laure, je te laisse le temps de le remettre, surtout que moi, je les ai en local, donc je peux suivre. Voilà. Et après, il y a 5 personnes qui n'ont eu aucune de ces informations. Donc là, c'est toujours pareil. Ça va dépendre en fait du temps qu'a l'équipe soignante au moment de l'annonce. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas et annoncer, et voir l'après, et voir le pendant, et voir les effets secondaires. Donc, ça va dépendre de l'équipe, ça va dépendre de la taille du centre et ça va dépendre aussi de la réceptivité du patient également. Parce que le patient, à partir du moment où on lui a dit « tu as un cancer », voilà, dans son cerveau, je suis passé par là également, hein, je suis donc un patient, le cerveau ne réagit plus du tout pareil. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de donner toutes ces informations-là à ce moment-là? Il y a peut-être un calendrier d'informations, un agenda d'informations, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, qui serait bon de construire et de prévoir justement pour que chacun ait l'information importante au moment voulu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit là, puisqu'on se dit, tiens, est-ce que le patient, il discute vraiment? On entend beaucoup parler de démocratie de santé, donc tout le monde a le droit aux mêmes soins, quel que soit le lieu, l'endroit, le moment et tout, mais est-ce que tout le monde est vraiment apte à le faire et à entendre la conversation? Et en fait, on se rend bien compte que là, il y a quand même quasiment la majorité de nos répondants qui font de toute façon confiance au médecin. Peu importe ce qui est décidé, ils font confiance et c'est clair. Je me donne corps et âme, j'allais dire, à mon médecin dont c'est le métier et qui va me soigner.
Après, il y en a quelques-uns qui ont peut-être demandé, ou c'est l'équipe soignante qui a demandé peut-être une participation. Est-ce que vous seriez d'accord de ci, de ça? Et typiquement, ça peut être important. Je parlais de stomie tout à l'heure, j'y reviens 30 secondes après. Sur, voilà, on va vous poser une stomie. Du coup, est-ce qu'on la mettrait plutôt là, plutôt là? Est-ce que typiquement, un truc très trivial, si vous êtes habillé tout le temps en survêtement avec un élastique, la stomie, elle ne peut pas être très basse, ça ne va pas gêner. Si vous êtes tout le temps avec un pantalon super serré, si on pouvait la mettre un peu plus haut, ça pourrait aider. C'est très trivial. Je pense que ce choix d'option va bien plus loin que ça, mais c'est pour donner un exemple. Et après, 20% n'ont pas eu accès au choix du traitement, mais toujours pareil. Est-ce qu'ils étaient réceptifs à ce qu'ils auraient pu entendre? Est-ce que l'équipe soignante avait le temps d'expliquer ou est-ce qu'on était justement en urgence de traitement parce qu'on n'était pas à un stade initial déclaré, donc on avait un peu de temps pour soigner, mais là, on devait directement passer aux traitements, qu'ils soient chirurgicaux ou autres. D'ailleurs, en parlant des traitements reçus, on a une grosse tendance à croire dans l'esprit, je veux dire, général, que cancer, ça veut dire, allez, radiothérapie pour certaines personnes et chimiothérapie essentiellement. Mais non, en fait, on voit très bien sur ce diagramme qui vient de disparaître et dont je me rappelle heureusement qu'un des premiers traitements, c'est un des premiers traitements pour le cancer, pour les cancers colorectaux essentiellement, c'est la chirurgie. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, on peut très bien avoir, c'était la diapo d'avant, on peut très bien ah oui, c'est moi qui les passe, c'est vrai, c'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. On peut très bien avoir une chirurgie sans avoir de chimio et de radiothérapie. D'ailleurs, là, sur ce diagramme, vous voyez qu'en fait, 7 répondants sur 10 ont une chimiothérapie injectable, mais d'autres, c'est le fameux 30% où il y a marqué chimio aussi, ont une chimio que orale, non injectée. Ce qui, du coup, au niveau des effets secondaires, est quand même très différent et au niveau de la vie du quotidien pendant les traitements est très différent. Après, il est assez courant que cette chimiothérapie orale soit associée à la radiothérapie pour améliorer justement la qualité du soin. Dans cette diapositive… Juste, Cyril, je me permets de te dire que le temps file un tout petit peu. Oui, ben j'accélère. Là, j'ai mis il y a l'immunothérapie qui est mentionnée, mais en fait, l'immunothérapie, c'est quand même pour même si on en parle beaucoup dans les médias, tout ça, c'est quand même pour des cas très, très spécifiques. Donc, il ne faut pas se dire, tiens, moi, je veux directement une immunothérapie. C'est pas encore. C'est vraiment l'avenir. Il semblerait que ce soit l'avenir, mais aujourd'hui, il ne faut pas non plus… Alors, je reviens juste sur la stomie 30 secondes, puisqu'en fait, voilà, il y a quand même 50% à peu près de nos répondants qui ont une stomie. Définitive ou pas, ça va vraiment avoir un impact sur la vie et pendant le traitement et après, parce que même si la stomie n'est que temporaire, il y a un vrai impact sur la qualité de vie après et évidemment encore plus si elle est définitive. Donc, il ne faut pas hésiter du tout à en parler à votre équipe soignante. Ce qui est intéressant sur cette diapo-là, c'est qu'en fait, on va voir que les effets indésirables ressentis et les effets désirables les plus contraignants dans la vie de tous les jours, en fait, ils sont très simples. C'est d'abord la fatigue, les neuropathies et viendront ensuite les problèmes de nausées et de transit qui, eux, il y a beaucoup de solutions pour le faire. Et après, les problèmes dermato. Mais finalement, le problème dermato, ça va être pendant le traitement, essentiellement les brûlures, un peu de chimio, un peu de radio. Mais l'important, c'est quand même la fatigue qui va du coup impacter énormément votre vie, évidemment, professionnelle, qui va être impactée, et votre vie personnelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur cette diapo-là. La plupart le ressentent sur la vie professionnelle. Pendant les traitements avec une radio et une chimiothérapie, il est quand même très, très difficile de continuer sa vie professionnelle. Il y a un impact sur la qualité de vie, essentiellement, effectivement, je vous ai parlé de problèmes de transit et de neuropathie qui impactent encore plus et du coup, forcément, qui rebondissent sur les activités quotidiennes. L'accès aux soins support, je vous en ai parlé 30 secondes tout à l'heure, donc en fait, il n'y a pas beaucoup d'explications, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il faudrait que ce soit plus donné. Et globalement, les soins supports les plus donnés sont sur la psychologie et la diététique, mais il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, c'est la diapo d'après, donc je le donne juste après. C'est typiquement quand on a une difficulté de communication avec son médecin sur certains aspects, typiquement la sexualité, l'incontinence, la fin de vie, il y a des soins support qui vont vous aider à régler ces problèmes. Mais avant, vous êtes peut-être passé justement par des
par d'autres voies, on va dire, que celles proposées dans vos soins, dans vos centres de soins, qui sont typiquement Internet, les réseaux sociaux, mon réseau cancer colorectal pour 29%. Donc, mais on voit que voilà, on n'a pas une grande. Ça fait qu'1 an qu'on existe, donc on n'a pas une notoriété énorme pour pouvoir aider les patients, mais on est quand même là pour essayer de les aider. Et on voit que finalement, beaucoup de patients viennent avoir l'information et de l'aide auprès de nous, et finalement, plus que par rapport à des centres d'information, de la presse ou des soignants qui sont quand même dans des statistiques inférieures. Donc, les sujets difficiles à aborder seraient bien dans des groupes de parole. C'était difficile pendant la période Covid, à part de le faire par Internet, mais le contact est quand même intéressant. Des ateliers dédiés, donc des conférences ou des forums, comme on a pu en avoir beaucoup pendant Mars Bleu, et des conférences en ligne ou en direct avec des soignants. Donc, tout ça pour dire, et avant de passer la main, puisqu'en fait, tout ça n'est qu'un, je veux dire, il faut avoir le recul, le regard des 2 soignants qu'on a la chance d'avoir ce soir sur ce questionnaire et sur les résultats qui ont été donnés. Globalement, l'information, elle passe pas mal. Elle passe pas mal avec le médecin et elle passe pas mal sur le traitement. Donc, en fait, tant qu'on est sur la maladie, tant qu'on est sur le traitement, tant qu'on est dans le in, j'allais dire, ça va bien. Là où ça commence à aller un petit peu moins bien sur la communication, ça va être sur les infos sur la maladie et plutôt sur le long terme, sur les effets indésirables et sur les effets secondaires. Donc, c'est peut-être là-dessus, et j'espère que cette enquête diligentée par mon cancer colorectal, mon réseau cancer colorectal, permettra, avec tout ce qui se passe actuellement et le Mars Bleu qui a été phénoménal cette année par rapport aux autres années, d'amener un petit peu plus sur les questionnements de ces patients qui auront répondu. Et d'ailleurs, j'en profite puisqu'il y a eu une question dans le chat qui était pendant la conférence du professeur Ponchon qui disait comment régler les problèmes de transfuite suite à une remise en continuité après une stomie. Donc, typiquement, c'est bien le genre d'information que l'on n'a pas. On vous pose une stomie, je rappelle stomie anus artificiel, qu'on n'a pas forcément, et du coup, on est toujours en attente de réponse. Je suis désolé d'avoir été un peu long, Laure. Non, mais écoute, merci beaucoup, Cyril. C'est toujours, je pense, extrêmement précieux d'avoir à la fois un patient concerné comme toi et très impliqué comme toi qui, j'allais dire, qui interagit sur nos réseaux et qui participe à construire ce type d'enquête. Et je pense que d'avoir commenté aussi par un patient, ça change tout. On sent bien la réalité du vécu. Hein. Et moi, je souligne le fait, je pense qu'on peut enlever les slides, Guillaume, s'il vous plaît, merci. Je souligne le fait que l'intérêt aussi du réseau Mon Réseau Cancer Colorectal, c'est que c'est une bulle fermée où toutes les personnes sont concernées. Et typiquement, ces questions un peu compliquées de comment on vit ça, comment ça se passe après, qu'est-ce que vous avez fait pour, quels sont les conseils qu'on vous a donnés, qu'est-ce qui vous a fait du bien, quels soins de support, parce qu'au début, on ne sait pas ce que c'est qu'un soin de support. C'est un terme un peu générique utilisé dans le centre de soins, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Donc merci beaucoup. Alors effectivement, donc on avait proposé d'ailleurs, enfin fait relire à notre comité scientifique le projet de questionnaire et du coup on va effectivement demander au docteur Samalin, voilà, quelle réaction un petit peu vous avez en tant que médecin au quotidien auprès de ces patients par rapport à ce que vous faites dans votre centre, qu'est-ce qui vous surprend ou peut-être quelles sont les pistes qui vous interpelle le plus? Non, je trouve que le point qui est le plus intéressant pour moi dans cette enquête, c'est cette notion de chronologie un petit peu, où effectivement, on voit bien que parce que le patient était un peu en état de choc, de sidération suite à l'annonce de son cancer, soit parce qu'il y avait un manque de propositions de soins de support, que tout ce qui va concerner sa vie, son quotidien, que ce soit juste ses activités du quotidien, comment améliorer ses symptômes, etc. Et puis ensuite, son rapport au travail, son rapport aux autres, son rapport à la vie sociale. Comment c'est important finalement et comment effectivement, lors d'une première consultation, ce n'est pas ce qui va être prioritaire. Ce qui va être prioritaire, ça va être surtout le diagnostic, vérifier qu'on décide de bon traitement, que ce traitement va se passer dans les meilleures conditions. Mais par contre, ce que Cyril a relevé et qui est très juste,
c'est cette notion de chronologie. C'est-à-dire que peut-être à cette première consultation, on n'est pas prêt à tout ça, même côté patient, parce que y a trop d'informations et ça serait voilà, ça serait un flot absolument ingérable. En revanche, pas hésiter à proposer plusieurs rendez-vous. Hein, c'est ce qu'on fait de plus en plus. On essaie de coupler justement des fois des rendez-vous, notamment avec les soignantes, les infirmières d'accompagnement ou justement les personnes des soins de support. Par exemple, avec la pose du dispositif veineux implantable ou quand ils viennent refaire un scanner d'évaluation pour des rencontres un peu quelques jours plus tard, histoire de voilà, d'avoir un peu déjà digéré, hein, entre guillemets, ce qui a été dit à la consultation pour pouvoir parler aussi de la vie au quotidien. Et voilà. Et après, sur les consultations ultérieures et notamment ensuite les consultations de surveillance, c'est des notions qui vont être plus facilement abordées. Et je crois que là, avec des nouvelles propositions pour la prise en charge du cancer, tout ce qui est après cancer va être extrêmement valorisé. Et je pense qu'on a plein de choses à faire pour améliorer le quotidien de nos patients. Merci beaucoup. Est-ce que, professeur Ponchon, vous avez une réaction, vous, sur cette enquête ou les résultats que vous avez vus passer, notamment sur l'entrée dans le parcours des patients? Oui, évidemment, c'est très ennuyeux. Je ne suis pas surpris que les personnes soient surtout diagnostiquées au stade de symptômes, quoi. C'est malheureusement le résultat d'une mauvaise participation au dépistage. Bon, ok. Le fait que… Parce que j'ai dit que ça augmentait beaucoup chez les jeunes, hein, évidemment, moins de 50 ans. C'est-à-dire que, évidemment, c'est une population qu'on ne voudrait pas voir malade quand même. Hein. C'est pour ça que c'est très, très ennuyeux. Mais au-dessus de 74 ans, les personnes ne sont pas forcément très âgées quand même. Hein, okay. Mais là, l'incidence est très élevée. Ça fait beaucoup de personnes. Et probablement que là, il y a également une grande partie des gens qui sont dans le camembert là, et qui sont dans la partie des symptômes. Hein. Au-dessus de 74 ans. Alors, c'est vrai que du coup, je trouve ce qui nous manque un peu en France, c'est des éléments écrits précis de la part de nos institutions pour dire ce qu'on doit faire au-dessus de 74 ans. Voilà, parce qu'on laisse dans le flou, en fait, hein, franchement. Et peut-être faudrait-il faire comme les Américains, dire, là, on continue jusqu'à 85 ans, peut-être pas avec organisé, mais par le médecin généraliste, par les gastro-entérologues, par la coloscopie ou les tests biologiques, etc. Et probablement qu'une grande partie de ces personnes sont là, au-dessus de 74 ans. Et ça m'a fait réagir, mais je m'y attendais, quoi. C'est triste à dire. Non, mais on espère, là, nous aussi, que petit à petit, les chiffres vont s'améliorer et qu'on pourra faire mieux avec… on pourra imaginer, en fait, réévaluer ça tous ensemble dans quelques temps. Alors, comme le temps passe quand même, on va passer à la troisième partie de cette soirée qui va être dédiée donc au traitement, aux grandes stratégies de traitement, mais aussi aux pistes, on va dire, puisque ça n'arrête pas de bouger. Et c'est la chance qu'on a aussi, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, de soignants, de chercheurs qui cherchent à mieux caractériser des groupes de patients avec des thérapies de plus en plus pointues, plus ciblées, pour toujours faire mieux dans la prise en charge de ces maladies. Donc, on va passer la parole au docteur Samalin et mettre ces slides, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Laure. Merci à tout le monde pour l'invitation et l'organisation. Alors, bien sûr, dans le temps qui m'est imparti, je ne vais pas vous faire tous les principes du traitement du cancer colorectal, mais vous dire quand même que tous les traitements qu'on décide pour vous sont décidés en réunion pluridisciplinaire, et ça, c'est quand même très important. Donc, toutes les spécialités sont réunies, et la personne qui a vu… qui vous a vu, qui a vu le patient en consultation, présente le dossier. Alors, ensuite, cette décision, c'est bien, elle va être surtout dédiée à la maladie, au traitement à proposer, mais ensuite, le véritable traitement administré, c'est aussi celui qui va être discuté avec vous. Et c'est pour ça que c'est cette triade qui est importante dans la décision thérapeutique. C'est d'abord le patient, déterminer s'il est fragile ou à risque, c'est-à-dire est-ce qu'on peut lui proposer tous les traitements qui existent, est-ce qu'on peut lui proposer le traitement de référence ou le traitement innovant
par rapport à son âge, par rapport aux autres maladies, c'est ce qu'on appelle les comorbidités. Si on est soigné pour d'autres problèmes de santé, on doit le prendre en compte. Par rapport aussi au côté social, à son isolement, est-ce que c'est facile de venir se faire soigner? Est-ce que, voilà, entre deux traitements, la personne est soutenue ou est-ce qu'elle est seule? Et puis, si la personne est à même, par exemple, pour les thérapies orales, de bien suivre son traitement, de ne pas oublier ses prises, etc. Donc ça, il y a quand même une évaluation aussi du patient. Et puis, il y a aussi le souhait, hein, parce qu'on a aussi des personnes qui vont souhaiter, non, moi, je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt à supporter tel ou tel effet secondaire ou tel type de traitement. La maladie, bien sûr, est-ce qu'elle est agressive? Est-ce qu'elle est menaçante? Est-ce qu'il faut rapidement commencer un traitement? Donc ça, souvent, c'est par rapport aux symptômes que présente le patient. Son état général, donc là aussi, si l'état général est complètement lié à la maladie, ce n'est pas forcément une contre-indication, par exemple, à intensifier un traitement, parce qu'on sait au contraire que quand la maladie va aller mieux, l'état général va aller mieux. Mais voilà, ça, c'est aussi une évaluation importante. Il y a des paramètres biologiques comme les LDH, donc c'est parfois sur des prises de sang, vous verrez ce paramètre qui nous guide un petit peu sur le côté agressif. Et bien sûr, s'il y a des métastases au cancer colorectal, ça va être leur localisation, savoir si elles sont apparues en même temps, à distance avec un intervalle court, ce qui signifiera un côté un peu agressif puisqu'il y a une récidive rapide. Et bien sûr, les signatures moléculaires, c'est-à-dire comment est cette maladie, quelle mutation il y a sur les gènes des cellules tumorales. Et puis le traitement, on choisit les molécules, bien sûr, en fonction des souhaits et du terrain du patient, mais aussi par rapport à ce qui a été administré antérieurement. Si par exemple, il y a eu déjà une chimiothérapie à base d'oxaliplatine pour sécuriser un geste chirurgical initial d'un cancer du côlon ou d'un cancer du rectum, eh bien, ce n'est peut-être pas, lorsqu'il y a une récidive, la molécule qu'on va utiliser en première intention pour ne pas risquer de majorer des effets secondaires comme des neuropathies, donc des atteintes des petits nerfs périphériques du bout des mains ou du bout des pieds. Il y a certains médicaments comme les anti-EGFR, on y reviendra, ce sont des thérapies ciblées antiprolifératives on sait qu'elles sont complètement inefficaces quand il y a une mutation du gène RAS. Donc, et elles sont moins efficaces aussi quand il y a une mutation de BRAF. Donc, ça, c'est des molécules qu'on exclut. Et à chaque fois, on se demande aussi si la maladie est accessible à une chirurgie parce que c'est une façon en tout cas, de mettre complètement en réponse la maladie. Et on regarde aussi s'il y a des essais thérapeutiques, c'est-à-dire des molécules qui ne sont pas encore commercialisées, dont on peut vous faire bénéficier. Donc, voilà un petit peu comment se décident les traitements. Et à chaque fois, ça se fait en réunion pluridisciplinaire. Alors, les anomalies moléculaires du cancer colorectal, je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a deux grands types de cancer colorectal. Les cancers colorectaux par instabilité chromosomique. Donc là, il y a une perte de matériel génétique et ça représente 95% des cancers colorectaux, notamment les cancers colorectaux au stade métastatique. Et ensuite, il y a les cancers colorectaux par instabilité microsatellitaire. Donc, eux, il n'y a pas de perte de matériel génétique. Et c'est justement eux qui ont une charge mutationnelle élevée et qui peuvent prétendre au traitement par immunothérapie. Mais ils ne représentent que 5% des cancers colorectaux métastatiques. Donc, c'est une très faible part des cancers colorectaux. Et puis ensuite, il y a toute une série d'anomalies moléculaires qu'on recherche notamment en situation où la maladie est métastatique, donc en situation avancée, pour voir si à la chimiothérapie, on va pouvoir associer des thérapies ciblées. Donc, le gène le plus fréquent où on recherche la mutation, c'est RAS, mais il y a aussi BRAF qui est dans la même voie de signalisation que RAS, mais qui est en dessous. Donc, on sait aussi qu'une mutation de BRAF va impacter le traitement. Et puis, il y a d'autres mutations un petit peu plus rares ou d'autres anomalies moléculaires qui sont en train d'apparaître comme intéressantes dans la prise en charge thérapeutique.
Alors, si on prend la catégorie des 5% métastatiques des cancers par instabilité microsatellitaire, ben là, il y a une grande nouveauté quand même en termes de traitement. Donc, vous voyez que la fréquence de ce statut d'instabilité microsatellitaire dépend du stade tumoral. Elle est plus importante au stade non métastatique qu'au stade métastatique. Au stade non métastatique, ça peut impacter sur l'intérêt d'une chimiothérapie post-opératoire. Il y a certains stades de cancer qui peuvent se passer de chimiothérapie de sécurité au stade non métastatique. Et au stade métastatique, donc la grande nouveauté, c'est que l'immunothérapie devient le standard de traitement en première intention. Donc, c'est suite au résultat de cette étude qui s'appelle l'étude Keynote 177 qui a comparé une monothérapie d'immunothérapie qui s'appelle le pembrolizumab par rapport à une chimiothérapie classique avec thérapie ciblée qui est le traitement de référence du cancer colorectal métastatique en première intention. Eh bien, l'immunothérapie a clairement amélioré tous les paramètres d'efficacité, c'est-à-dire la survie sans progression, la survie globale, le taux de réponse, la durée de réponse, et ce, quel que soit le profil du patient, qu'il soit âgé, jeune, bon état général, qu'il ait une mutation associée de BRAF, qui est considérée comme de mauvais pronostic, ou que la tumeur soit à droite ou à gauche. Donc, vraiment, c'est un nouveau standard de première intention pour ces patients. Ça a intégré donc nos référentiels nationaux et surtout, c'est maintenant accessible, c'est-à-dire c'est en accès précoce, on peut le prescrire alors que jusque-là, on ne pouvait l'utiliser que dans le cadre d'essais thérapeutiques. Donc ça, c'est pour nous une grande avancée dans la prise en charge de nos patients. Et pour aller plus loin, donc on essaie toujours d'améliorer cette prise en charge et c'est pour ça qu'on propose des essais thérapeutiques. Donc ici, je vous présente un exemple d'essai académique. Donc le groupe Prodige, qui est le partenariat de recherche en oncologie digestive, qui regroupe plusieurs groupes scientifiques comme le GERCOR, la FFCD et Unicancer. Et vous voyez, c'est typiquement un essai qui pose une question pour essayer d'améliorer encore plus l'efficacité des traitements. Et là, il propose d'associer deux types d'immunothérapie qui agissent sur deux cibles différentes de la réponse immunitaire pour essayer d'augmenter encore plus la réponse au traitement. La deuxième innovation importante de cette année, c'est pour les tumeurs qui ont une mutation BRAF V600E. Donc là, le petit schéma de gauche, ce n'est pas du tout pour vous embrouiller, mais c'est pour vous montrer que la petite mutation BRAF V600E, elle est sous le gène RAS, donc elle fait partie de la même voie de signalisation. Et donc, on peut être BRAF muté, mais ne pas avoir de mutation de RAS, hein, c'est juste des petites nuances comme ça. Et on a montré, alors là, c'est en deuxième intention, les patients sont d'abord traités par une chimiothérapie en général intensifiée. Et là, on a montré que par rapport à un traitement standard, d'associer un inhibiteur de RAF plus un anti-EGFR, le fameux, qui est un anti-proliférant, eh bien, on faisait mieux que le bras contrôle, c'est-à-dire le traitement de référence standard dans cette situation. Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, contrairement à d'autres tumeurs comme le mélanome, parce que la mutation BRAF n'appartient pas seulement au cancer colorectal, on le retrouve dans d'autres cancers. Dans le mélanome, on a une efficacité des anti-RAF en monothérapie. Dans le cancer colorectal, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, dans les voies de signalisation, il y a des boucles de rétrocontrôle négatif qui réactivent la voie de signalisation et donc il faut associer les molécules pour que ce soit efficace. Et donc, cette étude, alors elle avait 3 bras de traitement, je ne vous détaille pas, mais si ce traitement est devenu le traitement de référence, c'est qu'il faisait aussi bien que d'associer 3 types de molécules différentes, c'est-à-dire qu'avec 2, on avait à peu près les mêmes résultats en termes de survie globale. Et de ce fait, c'est devenu un traitement standard qui est remboursé, qu'on peut aller chercher en pharmacie, et ce, depuis le mois de mars. Donc, ça a été vraiment un mars bleu extrêmement satisfaisant, puisque cette molécule est rentrée dans les nouveaux standards de prise en charge pour ces patients mutés. Donc,
qui représentent 8% des cancers colorectaux, donc un peu plus que les cancers avec instabilité microsatellitaire. Et vous voyez qu'il y a quand même une réduction du risque de décès de 40%. Ensuite, il y a des biomarqueurs émergents. Donc là, c'est des anomalies moléculaires qui ont été mises en évidence, mais pour lesquelles on n'a pas encore les médicaments disponibles. Donc, on ne peut avoir les médicaments que dans le cadre, justement, de la recherche clinique et d'essais thérapeutiques. Et là, ces essais thérapeutiques, je vous ai montré l'exemple d'essais thérapeutiques académiques, où c'est des groupes scientifiques qui réfléchissent aux essais, mais il y a aussi des essais thérapeutiques industriels, où c'est l'industriel qui développe sa molécule et qui va permettre donc d'y accéder au travers de ce type de projet. Et là, il y a donc les surexpressions HER2 qui se retrouvent dans le cancer du côlon, comme un peu on les retrouve dans le cancer du sein. Et on a montré que d'associer des traitements de chimio ou d'anti-HER2, justement, étaient efficaces lorsque les cancers, les tumeurs surexprimaient HER2. Et actuellement, donc, il y a une étude qui s'appelle l'étude Destiny qui met en évidence vraiment des résultats extrêmement prometteurs d'un anti-HER2 couplé à un inhibiteur de topoisomérase, donc couplé en fait à une chimiothérapie. Donc, il y a 2 médicaments en un. Et il y a vraiment, même chez des personnes qui ont reçu pas mal de chimiothérapie auparavant, une efficacité sur tous les paramètres, que ce soit la survie, la réponse et la survie sans progression. KRAS G12C, c'est une sous-entité des mutations KRAS. Là aussi, il y a un inhibiteur de KRAS G12C qui se développe et qui va être accessible dans le cadre d'un essai industriel thérapeutique. Je vous ai mis la copie d'écran en dessous. Donc, c'est un essai qui va ouvrir, par exemple, prochainement à l'ICM et dans d'autres centres français. Donc, c'est pour vous montrer qu'on essaie à chaque fois d'ouvrir des essais thérapeutiques qui vont rendre service, bien sûr, voilà, dès lors qu'on exprime l'anomalie moléculaire, qu'on ait une thérapie ciblée en regard. Mais les médicaments ne sont pas encore disponibles en routine. Enfin, et là, c'est plus, ce sera mes 2 dernières diapositives, je le dis pour la maîtresse du temps. Là, c'est plus une question de stratégie qui s'est modifiée sur ces 2 dernières années dans la prise en charge des cancers du rectum. Jusque-là, lorsqu'un cancer du rectum était localisé, comme il n'a pas de protection, comme dans le côlon, on n'a pas le péritoine qui protège cet organe, on faisait, avant d'opérer ces tumeurs, de la radiothérapie associée à de la chimiothérapie. Et en fait, il y a 2 études qui montrent que si on rajoute de la chimiothérapie à cette stratégie de radiochimiothérapie, on a de meilleurs résultats sur notamment la survie sans récidive et la survie sans métastase. C'est-à-dire qu'on fait moins facilement de récidive et moins facilement de métastase. Donc, en fait, le fait d'associer la chimiothérapie à la radiochimiothérapie est devenu un nouveau standard de prise en charge qu'on appelle le traitement néoadjuvant total. Donc, il comprend 3 étapes, 2 étapes avant l'opération, la chimio, la radiochimiothérapie. Ensuite, il y a la chirurgie et un petit complément de chimiothérapie. Le schéma rapido, c'est une autre forme d'associer la chimiothérapie qui se fait plutôt après la radiothérapie, mais c'est le même principe d'intégrer cette chimiothérapie au niveau localisé. Alors après, ça pose d'autres questions, ça ouvre d'autres champs finalement d'essais thérapeutiques parce que peut-être qu'on surtraite certains patients ou au contraire, on sous-traite d'autres patients. Et c'est pour ça qu'il y a de nouvelles questions pour des tumeurs bien spécifiées, bien définies, notamment en IRM pelvienne, où la question de la radiothérapie va carrément se poser. Faut-il continuer à faire de la radiothérapie ou pas? Donc ça, c'est les prochaines questions parce que derrière, et Cyril vous en a parlé, il y a ce qu'on appelle la conservation de l'organe, c'est-à-dire en l'occurrence la conservation du rectum, pour essayer d'avoir et de diminuer au maximum les stomies définitives. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Dr Samanin, pour ces slides. Et alors déjà, je retiendrai de façon très simple que effectivement, c'est une année avec deux grandes nouvelles, hein, avec de l'accès véritablement à deux nouveaux types d'innovations thérapeutiques qui jusqu'alors étaient difficilement accessibles et qui deviennent donc accessibles de façon équitable à tous les patients. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une très bonne nouvelle, hein, que ce soit donc l'immunothérapie qui est réservée à certaines situations et certaines thérapies ciblées à d'autres. Donc là, bien sûr, il faut connaître. Enfin, on peut pas rentrer ce soir pour nos auditeurs dans le détail des situations personnelles de chacun. Mais disons que c'est vraiment des bonnes nouvelles, qu'il ne faut pas hésiter à en parler à son équipe de soins, se faire réexpliquer peut-être si on est aujourd'hui, par exemple, en situation métastatique ou à l'occasion d'un changement de traitement à venir ou autre, se dire qu'en fait, voilà, les prises en charge bougent et que dans notre pays, là, il y a de nouvelles solutions thérapeutiques accessibles. Vous avez souligné aussi l'intérêt de toute cette démarche de recherche clinique. Du coup, j'ai deux questions et c'est l'occasion aussi de redire aux personnes qui nous écoutent si elles souhaitent de mettre des questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse les reprendre. Finalement, on voit que que ça devient très complexe en fait avec des caractérisations, des noms, des voisinalisations, des termes un petit peu compliqués. Mais derrière, finalement, qui sont les patients qui sont testés en fait? Est-ce qu'on connaît tous ou comment est-ce qu'on peut faire ou à quel moment finalement l'équipe de soins va proposer d'aller caractériser ou chercher ces fameuses mutations? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe à ce niveau-là? Alors déjà, quel que soit le stade tumoral, localisé ou métastatique, on cherche si c'est instabilité microsatellitaire ou instabilité chromosomique. Ça, on le sait d'emblée, quel que soit le stade tumoral, parce que ça peut impacter, même dès le stade localisé, sur l'intérêt d'une chimiothérapie derrière. Donc ça, c'est important. Après, au stade métastatique, systématiquement, on va analyser tous les gènes dont je vous ai parlé en première intention et notamment, surtout, le RAS et le BRAF. Hein, c'est vraiment les deux gènes essentiels et ça, c'est systématiquement demandé dès la première consultation, en fait. Hein. Donc, c'est ça qui va être déterminant pour la stratégie thérapeutique. Et puis, de plus en plus, ça se développe, je crois que j'avais 2 slides encore derrière à montrer, mais que je n'ai pas montré, sur la biopsie liquide. C'est qu'en fait, on peut aussi déterminer ces statuts RAS et BRAF par une prise de sang. Donc, en fait, c'est le même principe, sauf qu'on va analyser les cellules tumorales, l'ADN tumoral qui circule au niveau du sang sur les cellules tumorales. Alors, parfois, on n'en trouve pas. Hein, ça arrive dans 20% des cas qu'il n'y ait pas d'ADN tumoral circulant détectable. Mais en tout cas, ça a l'avantage d'avoir un résultat rapide. En 48-72 heures, on peut savoir s'il y a une mutation ou pas de RAS ou s'il y a une mutation ou pas de BRAF et démarrer le traitement plus rapidement. Sinon, les délais d'obtention, on est sur une dizaine de jours quand le prélèvement est sur site et ça peut aller jusqu'à 15 jours, voire un peu plus, lorsqu'il faut rapatrier le prélèvement pour faire l'analyse. Donc, c'est vraiment voilà, quelque chose à la fois d'indispensable, mais qu'on souhaite bien sûr accélérer. Et puis là, tous ces nouveaux biomarqueurs dont je vous ai parlé, il y en a d'autres aussi, hein, mais là, on est obligé de synthétiser. C'est en train aussi de prendre place. Mais pour le moment, comme il n'y a pas forcément de molécules disponibles en routine en regard, on le réserve plutôt dans ce qu'on appelle les lignes plus avancées, c'est-à-dire quand on a un peu déjà utilisé certaines thérapeutiques et certaines chimiothérapies. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions spécifiques sur le fil. Je dois dire que c'est vrai que ce n'est pas évident de ne pas être sur un cas particulier. Voilà. Peut-être que Cyril aura d'autres suggestions de questions. Du coup, oui, j'ai une petite question par rapport à ce que vous venez de dire justement sur les biomarqueurs. Comment le patient est au courant de ça, de ce biomarqueur, de cette accessibilité de ce test?
puisque globalement, chez DICE, dont on a parlé tout à l'heure, Digestive Cancer Europe, il y a une étude qui est lancée. Vous êtes au courant. Et là aussi, on se rend compte que finalement, c'est partout pareil en Europe. Le patient il s'y perd un peu. Il ne sait pas trop ce que c'est que le biomarqueur. Il ne sait pas s'il y a accès, s'il fait des tests ou pas. Donc, ça se passe comment en France? Alors, c'est vrai que en consultation, souvent, on leur dit on va faire une analyse un peu poussée des cellules tumorales dont on dispose, donc sur votre biopsie ou sur votre pièce opératoire, pour essayer de dresser une carte, un peu comme une carte d'identité de la tumeur, qui va nous permettre d'associer les bons traitements pour avoir un maximum d'efficacité. Hein. En fait, l'idée derrière, c'est ça. Donc après, c'est sûr que le détail des gènes, savoir si c'est du KRAS G12C, du BRAF V600E, etc., bon, disons que ce n'est pas l'information première qu'on va forcément donner parce que c'est complexe et l'idée, c'est quand même à un moment donné d'être accessible aussi, de simplifier. Déjà, c'est compliqué, le diagnostic de cancer, c'est chargé comme mot. Donc, si on rajoute des noms incroyables de mutations, voilà, ça peut être très, très austère. Voilà. En revanche, quand on va présenter un traitement ciblé, là, oui, on le met en regard d'une anomalie, de l'anomalie moléculaire retrouvée. C'est sûr que si, par exemple, je mets un anti-BRAF, il faut quand même que j'explique au patient, c'est que c'est parce qu'il a la mutation de ce gène, etc. Mais voilà, disons que c'est pas ce qu'on explique au tout début, quoi, toute cette diversité, parce qu'en plus, comment dire, c'est difficile de se préparer à plusieurs traitements quand on n'a pas le résultat. On ne va pas dire, peut-être vous aurez l'immuno, peut-être vous aurez la chimio, peut-être vous... Enfin voilà, je trouve que c'est quand même très... ce serait très anxiogène. Donc, moi, je crois que voilà, c'est plutôt des principes de traitement. Il y aura une chimio avec une thérapie ciblée ou une thérapie ciblée. Et ensuite, on adapte en fonction de ce qu'on va trouver à la biopsie. Et Laure, si tu permets, je rajouterai une petite question, parce qu'on me pose souvent justement avec l'Europe, souvent moi j'ai des patients qui m'appellent en disant dans mon pays X ou Y européen, j'ai pas accès à ci, à ça, est-ce qu'en France j'y aurais accès? Donc du coup, est-ce que ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il y a un accord européen global ou en fait pour l'instant chaque pays fait selon ses réunions de concertation? Et est-ce que du coup, il y a des échanges, entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire ça, des échanges de patients qui peuvent aller d'un centre à l'autre pour profiter de tel soin, de telle thérapie ou pas? Alors, les recommandations européennes sont en accord dans tous les pays, notamment pour l'instabilité microsatellitaire, RAS et BRAF. Ça, il n'y a pas de souci, tous les pays européens le font. Après, c'est plus comment c'est pris en charge, comment c'est fait exactement. Ça peut varier d'un pays à l'autre. Hein. Nous, je rappelle quand même qu'on a un système de santé assez exceptionnel. On ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais où on ne se pose pas de questions, tout est pris en charge. Après, c'est sûr que si on veut faire des panels de gènes, c'est-à-dire où on veut tester 300 ou 350 gènes, là, on est dans la recherche. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la routine, dans qu'est-ce qui va être vraiment utile pour le traitement, pour mon patient. Là, après, on cherche peut-être, pour quand on a déjà utilisé plusieurs types de molécules, etc., on cherche à voir, parce que ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire moléculaire se développent de plus en plus, c'est-à-dire que parfois, on a un peu, entre guillemets, épuisé les ressources thérapeutiques disponibles et le patient, la personne garde un bon état général, est en forme. Donc, on cherche quand même à soigner dans de bonnes conditions. Et donc, on peut aller chercher comme ça des panels de gènes plus larges. Mais ce n'est pas ce qu'on demande en standard. Là, on passe dans la recherche. Donc, c'est pour ça que dans les questions que vous pouvez avoir, effectivement, ça peut concerner ces panels de gènes étendus qui, du coup, vont aller chercher des tumeurs beaucoup moins fréquentes
Et donc, elles ne sont pas proposées en première intention. Sinon, là, pour le coup, on ferait des grosses dépenses. Merci beaucoup. C'est l'occasion aussi de dire qu'une de nos prochaines webconférences sera sur… en fait, on avait déjà fait quelque chose sur mieux comprendre la recherche clinique. Donc, vous pouvez retrouver le replay de cette conférence-là qui explique un petit peu comment ça fonctionne, la recherche clinique en cancérologie en général. Et on touchera un point un petit peu différent dans cette prochaine rencontre qui sera finalement comment est-ce qu'on accède à la recherche clinique, notamment quand on n'est pas forcément dans un centre qui fait de la recherche clinique, pour qu'on puisse écouter aussi comment vous travaillez ensemble. C'est-à-dire que vous l'avez bien dit là, c'est-à-dire qu'on a des traitements qui ont fait leurs preuves, qui permettent de prendre en charge la majorité des patients. Et puis, dans certaines situations où quand la maladie évolue, ou quand la maladie est rare, ou a certaines caractéristiques, on va pouvoir peut-être, j'allais dire, s'intéresser à ce qui se passe au niveau de la recherche. Ce qui est important et ce qu'on cherche à faire circuler aussi avec les patients de mon réseau cancer colorectal et notamment Colette et Cyril, qui sont nos deux patients experts qui nous aident et qui accompagnent les patients. Donc ça, c'est vraiment formidable. C'est vraiment aussi de faire circuler un peu à un niveau, j'allais dire patient, bien sûr, sans rentrer trop dans les détails, mais pouvoir essayer d'orienter ou d'aider les personnes à se poser les bonnes questions. Donc, effectivement, on peut retrouver aussi des espaces où on peut savoir où se passe la recherche clinique. Il y a effectivement les sites Unicancer. On pourra refaire un petit point pour repartager ces éléments-là. Je crois se tourner vers son équipe de soins pour voilà, s'interroger si on a des questionnements sur sa prise en charge ou si à un moment donné le traitement ne marche plus. Moi, ce que je trouve aussi important à redire, c'est que dans ces différentes webconférences, il est sorti que, notamment pour la recherche clinique, on ne rentre pas dans un essai n'importe quand et dans n'importe quelle situation. Donc, il y a déjà les caractéristiques, il y a des critères. Ça, c'est aussi très important de dire qu'il y a beaucoup de critères. Donc, ce n'est pas forcément évident de rentrer dans un essai. Mais c'est aussi souvent dans une période où un premier traitement ou un deuxième ou un troisième ne fonctionne pas ou plus suffisamment. Et donc, ce qu'il faut se redire les uns les autres, c'est que c'est un moment qui est difficile pour les patients et pour les proches. Et c'est quand même à ce moment-là qui est difficile, que ça vaut la peine parfois de se poser de nouvelles questions. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler avec d'autres patients, avec ses soignants, éventuellement avec une autre équipe, parce que c'est un moment compliqué à vivre, mais qui peut aussi apporter peut-être une nouvelle piste de soins. Voilà, on a un petit peu voilà, on est à peu près dans les temps impartis, mais bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas, je vérifie quand même. En tout cas, un très, très grand merci. Et pour conclure, peut-être sur une note dépistage, parce qu'on sait que c'est une clé pour que 2023 soit avec un Mars bleu voilà, très fort. Je vais proposer à Cyril de nous parler d'une proposition qui s'appelle « Dépistez-vous », qui là aussi peut s'adresser à tout le monde et qu'on peut faire connaître assez largement. Oui, alors dépistez-vous, c'est un petit peu comme sur le calendrier vaccinal, si vous voulez, mais c'est une application qui sera sur votre téléphone portable et qui, donc une fois que vous êtes connecté, vous avez rempli votre profil, âge, taille, poids, sexe, antécédents familiaux, et en fonction de ce profil-là, il y aura un rappel il est temps d'aller faire une coloscopie, il est temps de faire votre dépistage. Typiquement, le premier, il a 50 ans s'il n'y avait aucun antécédent familial. Et du coup, ça vous le rappellera. Donc, au lieu de recevoir une lettre que vous n'avez pas bien identifiée dans la boîte aux lettres et qui est dans toutes les pubs et qui part à la poubelle, là, vous savez un peu à l'avance que cette lettre va arriver et que du coup, c'est l'invitation à aller faire le dépistage. Donc, initialement, c'est une start-up de la région Aquitaine qui travaille avec des centres de recherche, dont le centre Cyric de Brio à Bordeaux, se fait sur le dépistage colorectal, mais il y aura après sur le cancer, sur les cancers gynéco, cancer du poumon, etc., etc., etc. Et Patient en réseau est impliqué donc en partenariat avec cette start-up. Intéressant. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour cette soirée. Donc, d'ici quelques jours, le replay de la conférence sera disponible. Donc, ça permettra aussi de pouvoir la partager, de la retrouver pour celles et ceux qui voudraient réécouter certains moments et puis partager plus largement avec les personnes qui n'étaient pas disponibles ce soir. Voilà, donc très, très bonne soirée et merci beaucoup.